13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, dernière partie sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier et le journaliste Yvan Riofol. Et alors que la révolte paysanne secoue à nouveau le pays, le président de la République, Emmanuel Macron, en déplacement en Amérique latine, a affirmé hier soir à Buenos Aires que la France ne signerait pas en l'état le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. On l'écoute. J'ai également dit de manière très sincère et très claire au président argentin que la France aujourd'hui ne signerait pas en l'état ce traité Mercosur. Et cette fermeté que nous avons, elle est simple. C'est que nous ne croyons pas au préaccord tel qu'il a été négocié. Parce qu'il ne prend pas en compte toutes les évolutions que nous avons fait nous-mêmes sur nos propres marchés. Et comme je lui ai dit, pour l'Argentine, il serait très mauvais pour sa réindustrialisation. Et pour nous, il serait très mauvais pour notre agriculture. Et donc, je ne veux pas qu'on cède de notre souveraineté alimentaire. Voilà, Emmanuel Macron. Alors, sur ce traité, ce volet agricole du traité de Mercosur, Emmanuel Macron est-il vraiment contre et a-t-il les moyens de s'y opposer ? Je suis pas sûr qu'il était contre il y a quelques années, mais on va pas lui chercher querelle. On a trop de motifs récemment pour cela. Vous savez, j'ai regardé les chiffres ce matin chez nos amis de la presse écrite. On était la première puissance agricole il y a encore quelques années. Au jour d'aujourd'hui, 20% de nos importations de consommation générale sont importées et 70% de nos fruits sont importés. Mais vous vous rendez compte l'aberration française, c'est bien pourquoi, les normes. Voilà. On sait bien pourquoi que les charges, l'État, mais évidemment, l'État-providence ne se finance pas comme ça avec l'air du temps, et qu'évidemment chacun porte sa charge, et elles sont nombreuses. Tant qu'on n'aura pas changé ça, on aura les problèmes gravissimes qu'on a aujourd'hui. Le Mercosur aujourd'hui a sûrement beaucoup de défauts, mais néanmoins ça me paraît pas valoir la mobilisation générale que nous montrent aujourd'hui les agriculteurs, sauf que ils ont aussi des arguments. Il n'y a pas que le bœuf, il n'y a pas que les poulets. L'Ukraine, par exemple, ils nous expédient, je sais pas combien de dizaines de millions de poids de poulets. Qui sont sans taxes, sans rien. Donc, je veux dire, on est dans une situation qui est extrêmement compliquée et dommageable. Et mais la question, c'est est-ce qu'il a les moyens de s'y opposer, compte tenu qu'effectivement la France fait partie de l'Europe. Il faut qu'il y ait au moins 4 États membres qui s'y opposent et qui doivent représenter au moins 35% de la population pour que ils puissent contrecarrer ce traité. Je crois qu'on est au contraire isolé. C'est notre cas le plus en plus fréquemment. Au sein même de l'Europe, l'Allemagne va mal, on va pas bien non plus, il s'en faut beaucoup. Donc je pense qu'on va très mal. On va essayer de sauver l'essentiel du Mercosur, mais honnêtement, ce qu'il faut d'abord voir, c'est comment on fait pour rendre nos agriculteurs. Ils sont pas tous, il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures. Néanmoins, il y en a trop qui tirent le diable par la queue et qui bossent pour pas grand-chose. Ça, il faut, et je comprends leur inquiétude pour le poulet, pour le sucre, pour le bœuf, etc. On parlait des noisettes l'autre fois. Voilà, on apporte des noisettes. Il y a aussi les avantages. Il faut revoir ça dans le détail. J'espère que Macron et Barnier seront capables de dire niet. Si c'est ça, on fait l'épreuve de force et on ne signe pas et on va bien voir ce qu'on va voir. On s'oppose à toute importation dans les mois et dans les années qui viennent. Je ne sais pas, nous verrons si monsieur le président de la République a ce qu'il faut. Mais est-ce qu'il a les moyens de ses ambitions ? Yvan Riofol, je vous repose la question. Est-ce qu'il peut vraiment s'y opposer ? C'est pas juste une posture ? Moi, je pense que le Mercosur est le révélateur du double échec de la vision d'Emmanuel Macron, la vision mondialiste et la vision européiste. La vision mondialiste, parce qu'il est obligé maintenant de défendre une position souverainiste. C'est ça. Mais la souveraineté, ça n'a pas une vision protectionniste. Ça ne marche pas. Et la vision européiste également, qui lui disait qu'il y avait simplement une souveraineté européenne, l'oblige à reconnaître maintenant que cette souveraineté, il ne la maîtrise pas pour la France elle-même. Donc il est pris dans ses propres contradictions. Donc il est pris au piège. Il est pris au piège. Donc il y a une insincérité quand il dit qu'il ne veut pas signer le Mercosur. Parce donc c'est ce que je dis, il n'est pas vraiment contre en fait. Non, au fond de lui-même, il n'est pas contre. Il est obligé de tenir le discours, de dire qu'il veut en effet refuser en l'état le Mercosur, parce que naturellement, il voit bien que les paysans, notamment, sont contre, mais au bout du compte, c'est sa propre politique qu'il voit là s'effondrer, dans le fond, par cette crise de la mondialisation. Il y a un refus maintenant quasi général des excès de la mondialisation. Le Mercosur fait partie des excès de la mondialisation, même si moi, en tant que libéral, je ne jette pas la pierre sur le libre-échange. Il y a des libres-échanges qui peuvent être très bénéfiques pour la culture, pour l'agriculture française, notamment au Canada, m'a-t-on dit, je n'ai pas les chiffres en tête, mais
Et là, en effet, c'est vrai qu'il y a des contraintes léonines qui feraient que la viande, notamment sud-américaine, bénéficierait de normes de l'absence de normes dont ne bénéficieraient pas les éleveurs, notamment. Et donc, c'est tout cet effondrement d'une vision mondialiste et européiste qui, me semble-t-il, est le plus révélateur politiquement. Et Johan Barbe, le porte-parole de la FNSEA, il était l'invité de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1. On va l'écouter parce que, à propos d'Emmanuel Macron, ses propos ne le rassurent pas pour autant. Emmanuel Macron s'est engagé hier soir à dire ne pas signer l'accord. Oui. C'est très bien, la France ne va pas le signer, mais c'est pas pour ça que l'Europe va pas le signer. Ça vous rassure? Donc, on est toujours aussi inquiet ce matin. Si c'est juste une opposition de façade médiatique, l'Europe va signer. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un réel engagement de la part d'Emmanuel Macron, qu'il menace l'Europe plus loin si jamais c'est signé. Tant qu'il mettra pas de menaces, notamment de veto ou autre sur l'Europe, je suis désolé, l'Europe va signer. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut aussi, c'est rallier d'autres pays européens qui commencent il y en a d'autres, à se faire entendre. Oui. Mais il faut plus de 36% de la population européenne pour pouvoir créer un veto, une voie de barrage. Voilà, plus de 36% de la population européenne. On entend la résignation quelque part presque de Johan Barbe et en même temps la volonté de continuer à mener le combat. C'est vrai que l'accord Mercosur qu'on négocie depuis 19 ans, 20 ans, 25 ans, c'est vraiment quelque chose d'étrange en soi. Tout en continuant à imposer des normes. Moi, je suis avec toutes les réserves que je disais tout à l'heure, c'est quelque part, tous les libéraux pensent cela, un progrès d'avoir une espèce d'approche, d'avoir une approche mondialiste. À un moment où Trump vient de gagner largement aux États-Unis, le vent tourne. Le vent tourne. Le tout est de savoir si c'est dans le bon sens, cher ami. Or, le protectionnisme en soi, on verra ce qu'on fera Trump. Il annonce des chiffres très spectaculaires, 10% sur l'Europe, 60% sur la Chine. Pourquoi pas? On verra sur ce que ça donnera sur le moyen et sur le long terme. Le protectionnisme des États n'est jamais très bon signe. En général, ce qui suit derrière n'est pas très agréable. Oui. Donc, j'en appelle à une certaine modération sur le protectionnisme, mais même cet accord libéral qui est le Mercosur mérite qu'on le regarde de près, s'il pénalise les agriculteurs français qui ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. Les responsables, c'est les gens qui ont laissé faire et qui ont accepté cette situation d'État-providence qui est infinançable aujourd'hui. Monsieur Barnier est le premier à s'en rendre compte. Infinançable. Mais Jean-Claude, on parle beaucoup du volet agricole, mais le marché sud-américain pour l'Union européenne, c'est aussi un espace stratégique pour promouvoir des produits industriels, notamment les voitures. Oui, c'est les voitures allemandes. L'Allemagne est tout à fait pour les Allemands. C'est pour ça que c'est compliqué. Non, mais cela repose la question. Dans le corbeille de la mariée, il n'y a pas que l'agriculture. Oui, bien sûr, mais cela repose la question de l'extrême fragilité de l'agriculture française. Peut-être a-t-elle fait des erreurs dans ses stratégies de développement, mais l'agriculture française, d'abord, bénéficie d'un accablement de normes que n'ont pas, ça a été dit, donc l'agriculture sud-américaine. Et puis surtout, il y a ce mal français qui est celui de la multiplication des charges, des normes, des impôts, des fiscalités, etc. La paperasse, qui font que les agriculteurs n'arrivent pas à produire, notamment en plus, d'une manière plus compétitive avec des produits sud-américains. Puisqu'on entend effectivement les promesses faites par Gabriel Attal qui n'ont pas toutes été tenues, et aujourd'hui c'est la faute de Michel Barnier. Qui n'ont pas été tenues, mais moi je vois ça d'une manière plus globale, et quand je dis que le vent tourne, c'est-à-dire quand je vois que des pays libéraux comme les États-Unis malgré tout vont vers un protectionnisme. D'abord, je constate qu'il n'y a pas de contradiction entre être libéral et protectionniste. Non, mais quand vous avez les États-Unis, vous n'allez pas me dire que les États-Unis deviennent socialistes, et donc ça se saurait. Et donc ils sont en train effectivement d'inventer. Il y a une invention de nouvelles manières de se protéger tout en étant libéral. Ça me paraît intéressant. Et il me semble que dans tout ce grand bouleversement, Emmanuel Macron et tous ceux qui le soutiennent sont à contre-courant, car ils ne voient pas qu'il y a un grand bouleversement qui vient naturellement de la part des États-Unis avec cette révolution conservatrice qui oblige maintenant à regarder les peuples qui se réveillent, et notamment les paysans qui en sont un des révélateurs. On suivra évidemment ces négociations du côté du Brésil sur Europe 1 et dans nos différentes éditions, et ce soir bien sûr avec Pierre de Villeneuve et toute son équipe Europe 1 Soir. Merci à tous, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci Jean-Claude, merci Yvan.
À demain, Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1. Et tous les matins, notez qu'à 9h-20 dans Europe 1 matin, Olivier Delagarde lit, analyse et commente ce qui fait la une de la presse. Parce qu'il y a tout dans les journaux, tout pour nous informer, tout pour nous faire réfléchir, tout pour nous indigner et tout pour nous faire rire. La revue de presse par Olivier Delagarde, une signature Europe 1. C'est tous les matins à 9h-20 et quand vous voulez, en replay sur le site et l'application Europe 1. Restez bien avec nous. Votre après-midi se poursuit avec Christophe Ondelat. 14h-15h, on de la raconte dans un instant sur Europe 1.